15 mai 2015, 15 mai 2016, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale à 1 an. Analyse et perspective des autorités et des observateurs de la scène politique, c'est dès le début de ce journal. Les examens de fin d'année approchent. Les bibliothèques sont prises d'assaut par les élèves et étudiants pour mieux préparer leurs examens. À suivre l'exemple de la Bibliothèque nationale dans ce journal. Dimanche 15 mai, bonsoir et bienvenue à tous. Signé le 15 mai 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation issu des pourparlers d'Alger est le document qui rassemble les engagements des autorités maliennes et des mouvements armés pour une sortie de crise. Ce 15 mai 2016, qui marque l'an 1 de cette signature, est vécu comme un moment de mise au point par les autorités et les observateurs. D'une part, comme de l'autre, chacun analyse les acquis d'un accord qui a fait taire les armes, mais tous se projettent également sur les perspectives d'un processus qui ne bouge pas à un rythme adéquat. C'est notre grand format de ce dimanche, signé Cheikh Fantamadi Ndiaye, Daouda Kone et Draman Diara. 15 mai 2015, une des dates les plus significatives pour la paix au Mali. Ce vendredi, les autorités maliennes d'un côté et les mouvements armés de l'autre se sont engagés devant l'opinion nationale et internationale à éliminer définitivement les causes profondes de la crise et à promouvoir une véritable réconciliation nationale. Issu du processus d'Alger, cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali est le fruit des discussions des plus profondes et des plus participatives. En cette date qui marque les 1 année de sa signature, tout un dispositif institutionnel mis en place depuis le 27 juillet dernier, regroupant gouvernement et mouvements signataires, travaille pour la mise en œuvre et le suivi de l'accord. Il y a des grands chantiers qui sont ouverts dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Dans les différents volets concernant l'accord, vous savez que l'accord est structuré en 4 volets principaux que je rappelle très rapidement. Le volet questions politiques et institutionnelles, les volets défense et sécurité, le volet développement économique, social et culturel et le volet réconciliation, justice et questions humanitaires. Nous sommes au début d'un processus, un long processus. Quand vous voulez, vous me permettrez cette métaphore, quand vous voulez construire une maison, vous commencez d'abord par la fondation. Et vous vous assurez que ce soit une bonne fondation, qui puisse supporter tout le poids du reste de la maison. Mais c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Comme spécifié dans le préambule du document, les partis disent être convaincus de la nécessité de reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices qui respectent l'intégrité territoriale ainsi que les spécificités géographiques et socio-économiques du pays. Voilà des raisons qui justifient l'installation de certaines autorités qui, aux yeux du gouvernement, sont des preuves que les choses bougent. L'Assemblée a voté le 31 mars dernier la loi sur les autorités intérimaires. Cette loi vient d'être promulguée et très prochainement, le décret d'application de cette loi va être pris, ce qui va permettre au gouvernement d'installer effectivement ces autorités intérimaires, notamment dans les régions du Nord. Parce qu'il faut expliquer que, en fait, ces autorités intérimaires concernent l'ensemble de la République du Mali. Mais on a dit, c'est là où le conseil élu, que ce soit au niveau de la commune, du cercle ou de la région, si le conseil élu ou l'organe élu ne marche pas, il est prévu de les remplacer. Avant, on parlait de délégation spéciale. Mais grâce à la loi qui est passée avec la modification du code de collectivité, désormais, on parlerait d'autorité intérimaire. On peut regarder, disons, la partie du verre qui est à moitié pleine, se réjouir d'abord que l'accord de paix soit accepté par l'opinion, parce que c'était pas une chose évidente, accepté sans enthousiasme, mais reconnu comme seule voie pouvant nous amener à retourner dans un état à peu près normal. On peut également enregistrer le fait qu'il y a des avancées qu'on n'a pas besoin de quantifier, mais qui, sur des points importants comme celui d'une diminution de l'insécurité dans le nord du Mali, sont quand même à noter. Même s'il reste important de le signifier qu'à côté de ces aspects non moins importants,
Le chantier de la réconciliation vient être amorcé par l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et concernant le volet développement, le Fonds de développement durable, qui est l'organe chargé de la gestion de 3,2 milliards d'euros promis par les partenaires au développement, va bientôt percevoir 100 des 300 milliards promis par le gouvernement. Qu'à cela ne tienne, les citadins estiment que les choses tardent à se concrétiser. Les accords ont été signés, nous voulons voir dans la pratique les accords en exécution. Bon, dire qu'on a signé les accords alors qu'il se déroule encore ce qu'on a voulu éviter, donc je crois que ce n'est pas tellement confiant. Le plus gros problème, c'était la conclusion de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il est extrêmement important. Mais derrière, si on pense qu'on affronte une situation post-crise classique, on a tort. L'élément djihadiste introduit une complication de taille et fait de la situation malienne une situation très très particulière. Si on prend pas en compte les spécificités, on va se retrouver dans un éternel recommencement. Et actuellement, la communauté internationale commence à comprendre les alertes maliennes. Maintenant, ce qui peut davantage accélérer le processus sera la concrétisation rapide de certains engagements. Et sur cet aspect, côté gouvernement, tout comme du côté des observateurs, c'est un point de vue partagé. Le gouvernement est conscient qu'il est nécessaire d'aller vite dans la mise en œuvre de l'accord pour ne pas donner raison à ses ennemis de la paix, à ceux qui sont contre même la signature de l'accord et de sa mise en œuvre. Très rapidement, quand on va installer les autorités intérimaires, mais c'est l'école, c'est la santé, c'est l'eau, c'est l'assainissement, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Le désir de voir toutes les parties s'allier de manière sincère et vraiment déterminée pour lutter contre ce fléau. Et ça doit être fait notamment par le cantonnement, comme je vous l'ai dit, qui permet de faire la distinction entre les gens sincèrement ralliés et d'autres qui n'ont pas abandonné leurs calculs anciens. Et ça permet également de faire participer les éléments des mouvements armés aux côtés des FAMA dans la lutte contre le terrorisme. Parce que ces éléments, de toute façon, ont un avantage, c'est qu'ils connaissent bien le terrain. Et donc, cette connaissance du terrain est un élément très précieux dans la lutte contre le terrorisme et contre également le narcotrafiquant qui ajoute sa part, disons, de dommages à la sécurité nationale. Donner encore plus de vie au comité de suivi. Parce qu'en fait, c'est ce comité qui sera en quelque sorte l'organe en ce qui concerne l'application de l'accord. C'est vrai, il y a la commission en ce qui concerne du côté du gouvernement, mais là, de façon indépendante, j'allais dire. Il faut juste noter que les conditions de sécurité et d'accueil sont en train d'être réunies pour faciliter le retour des Maliens vivant dans les camps de réfugiés. Ce 15 mai est internationalement dédié à la famille, occasion donc de mieux faire connaître les questions qui lui sont relatives. TM2 s'est intéressé du coup à la question de savoir pourquoi les grandes familles sont-elles en voie de disparition dans la capitale. Élément de réponse dans ce reportage signé Aminata Zoumanasako. La famille constitue le fondement de la société. Cependant, nombreuses sont les grandes familles en voie de disparition à Bamako. C'est en tout cas ce que pensent les citoyens que nous avons approchés. Depuis 1959, moi je suis à Bamako et très jeune, j'avais 6 ans. Les familles, il y avait les grandes familles, les gens étaient unis. Aujourd'hui, en 2016, ça fait 20 ans, les grandes familles sont en voie de disparition parce que nous avons rompu avec l'amour, le patriotisme, l'unité. L'amour de son prochain. Les nouvelles mariées aussi veulent qu'elles soient séparées des beaux-parents. La recomposition de la grande famille est donc à l'ordre du jour. C'est pourquoi nos interlocuteurs proposent la création des conditions propices à ce que chaque chef et membre de la famille puisse jouer un rôle dans la société. Les chefs ne sont plus les chefs de leur famille. Quand on voit même la réalité, la subsistance, le minimum même vital pour la famille, alors qui peut être cause à réunir les éléments de la famille, n'est plus. S'il y avait les moyens, mais le père peut avoir une même mise sur son enfant, mais du moment que
il ne peut pas. L'enfant même moralement chargé et rester en famille, vraiment c'est aberrant pour lui. Quoi. Si nous sommes tous ensemble dans la grande famille, il y a beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de contributions. Mais si chacun, d'après les Ivoiriens, chacun dans son chacun, bon, les dépenses se réduisent. En ce 15 mai, Journée internationale de la famille est l'occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus socio-économiques qui affectent les grandes familles. Parlons maintenant de la canicule. En plus des effets néfastes sur notre santé, ce sont les voitures et les motos qui subissent les conséquences de la forte température. Avec le bitume qui chauffe les moteurs aussi, les véhicules se voient enflammés sans explication. Aminatalla et Draman Diara pour nous en dire plus. Avec des températures qui avoisinent les 40 degrés Celsius à l'ombre, le bitume aussi chauffe. Pour les véhicules et les automobilistes, la chaleur est alors synonyme de risque. Risque de surchauffe et pire d'incendie. Une problématique qui est en passe de faire partie du quotidien. Malheureusement, les causes sont nombreuses. Il y a plusieurs raisons, mais la chaleur en est la cause principale. Il y a plusieurs causes au fait qu'une voiture prenne feu. Il y a les raisons techniques liées au fil électrique. Il y a aussi la chaleur qui ne tolère aucune fuite de gasoil ou essence. Certains accusent les électriciens auto. Il arrive qu'il y ait erreur, mais l'essence et le gasoil peuvent en être les causes. Il y a aussi le surchauffe de la voiture. Si le tuyau qui conduit le fioul est usé avec cette chaleur, il peut y avoir facilement une fuite et l'incendie est inévitable dans ces cas. Avec ces différentes théories, il n'est pas difficile de trouver des solutions adaptées. Il faut toujours suivre l'entretien seulement, surtout. L'entretien du moteur. Il faut que les uns et les autres contrôlent leur véhicule. Il est certes impossible pour les automobilistes et les motocyclistes de ne plus circuler avec leur véhicule à cause de la chaleur. Alors la vigilance est de mise quant au suivi et à l'entretien de ces engins. Le but, éviter d'éventuels incendies. Le surménage, les hépatites et le cancer du col de l'utérus, ce sont là les pathologies expliquées aux étudiants par des spécialistes à l'occasion de la semaine de l'étudiant de l'université Kankou Moussa. Des problèmes de santé majeurs qui intéressent non seulement ces futurs acteurs de la santé, mais aussi l'ensemble de la population. Ils peuvent ainsi mettre à jour leurs connaissances et profiter de l'expertise de leurs aînés. Fatmata Magiraga et Sidiki Touré. Le surménage est la conséquence d'une surcharge de travail dont sont victimes certaines couches de la société. Parmi celles-ci, les étudiants à cause souvent d'une mauvaise organisation dans le travail. Il faut avoir une méthode de travail effectivement facile. Il ne faut pas tout laisser depuis, jusqu'en fin d'année pour venir essayer de rabâcher, essayer de tout gaver pour être prêt pour l'examen. On prépare l'examen depuis le début de l'année. Surtout, en tout cas, pas de médicaments pour dire, bon, je vais tenter de veiller ou bien chose. Parmi ces produits, il y a bien sûr les substances psychoactives, c'est-à-dire les drogues. Donc, il faut les éviter. Sensibiliser les étudiants de surcroît des futurs professionnels de santé sur cette pathologie et sur d'autres est donc l'un des objectifs que vise l'université Kankou Moussa à travers sa semaine de l'étudiant. Ce sont des pathologies qui sont nettement fréquentes, raison pour laquelle cette formation ne cadre pas seulement les étudiants, c'est-à-dire le corps de la santé, mais aussi les gens de la population. Nous avons constaté que dans la population, il y a certains problèmes qui sont majeurs, mais que les gens ne prennent pas au sérieux. Concernant le cancer du col, c'est un drame parce que la femme
elle est au centre de la société. Parce que la femme, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Si jamais elles sont vulnérables, ce n'est pas bon du tout pour la société. Parce que c'est elles qui vont donner les hommes de demain. Échanger sur les questions de santé permet non seulement aux acteurs de partager leurs connaissances, mais aussi de les mettre à jour dans un domaine en perpétuelle évolution. Je vous l'annonçais en titre. À la Bibliothèque nationale, la salle de lecture est un service qui travaille au rythme de l'année scolaire et universitaire. Alors, si pendant les vacances et en début d'année scolaire, l'affluence est très faible, à l'approche des examens de fin d'année, les étudiants prennent d'assaut cette pièce pour préparer les épreuves. Ce phénomène de lecture occasionnelle n'est toutefois pas propre qu'aux étudiants. Bemba Sibi. La salle de lecture de la Bibliothèque nationale prise d'assaut par des dizaines de lecteurs. Une image peu fréquente dans cette structure, car l'affluence des lecteurs est saisonnière. L'affluence de la bibliothèque dépend de l'évolution de l'année scolaire. Au début de l'année scolaire, on voit l'affluence est moyenne. Au milieu de l'année scolaire, c'est moyenne aussi. Mais en fin de l'année scolaire, lors des préparatifs des examens, l'affluence est énorme. Souvent, on ne trouve même pas de place pour certains lecteurs. Après les examens, déjà, le personnel est souvent plus nombreux que les lecteurs. C'est à l'approche donc des examens de fin d'année que les étudiants affluent vers ce haut lieu de connaissance. Quoique, certains s'avèrent être de vrais avides de savoir. Je suis juriste de formation, j'ai terminé cette année. Donc je fréquente la bibliothèque, c'est pour améliorer mon niveau. Vu le cursus universitaire, parce qu'on voit qu'à l'université, ce qu'on nous donne à l'université, vraiment, il va falloir qu'on augmente. Moi, je suis étudiant, donc c'est dans le cadre de ma recherche que je fréquente fréquemment la Bibliothèque nationale. Depuis longtemps déjà de l'année, je commence à faire mes recherches jusqu'au seuil des examens. Contrairement à ces deux jeunes, la plupart des lecteurs présents dans cette salle préparent les examens qui pointent à l'horizon. Ce phénomène de lecture occasionnelle n'est pas propre aux étudiants uniquement. Les Maliens lisent trop les livres à l'école. Une fois l'école fermée, les Maliens lisent très peu. Sinon, il suffit d'organiser une cérémonie ici, une manifestation ici, avec des spectacles, un peu de bruit. Vous verrez que l'espace sera plein de monde. En attendant de trouver une solution à ce manque d'engouement des Maliens pour la lecture, les agents du centre de lecture de la Bibliothèque nationale ont de quoi s'occuper en cette veille d'examen. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite après la météo, c'est Assadia. Retrouvez demain Cheikh Fantamadine Ndiaye. À tous, excellente soirée sur TM2 et bon début de semaine.